Muteki et Yokoso. Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue à tous et bienvenue pour une heure de son japonais et affilié, j'ai envie de dire, puisqu'on a commencé justement avec un affilié, en l'occurrence une reprise de Last Surprise, normalement interprétée par Lin Inaizumi, tirée du jeu Persona 5. Faut s'imaginer que ce thème-là, ce thème bien entendu en version originale, vous l'avez in-game. Vous faites vos missions, vous avez ça, c'est assez fou. Vous avez un décorum sonore, une ambiance sonore de ouf dans ce jeu. Ah oui, n'est-ce pas, Jean, avec nous, voilà. Avec nous, ce matin. Coucou, je suis de retour. Je suis comme le Grinch. Jean est de retour. Alors c'est parfait. En plus, t'es revenu pour l'émission post-Noël. Oui, on a fait une émission de Noël. C'était à la FKBA. Oui, il y aura pas de reprise chelou de Noël pour ce matin. Quoi Parce qu'on l'a déjà fait. Déjà fait. Et le replay de cette émission est disponible sur YouTube et sur Twitch aussi d'ailleurs, puisque ce qu'on appelle les temps forts dans le jargon twitchien, eh bien, restent indéfiniment sur la chaîne, et tant mieux. Comme ça, vous pouvez au moins voir le résumé de cette émission. On avait reçu Engal, par exemple, un ami d'Alpha, donc le frérot qu'on salue aussi, parce qu'on l'a connu quand il est rentré à la fac. Exact. Voilà. Oui, il y a une histoire où... L'année dernière Engal ou Alpha? Engal. Engal, on s'est connus avant de savoir qu'on connaissait Alpha en commun. Petite histoire rigolote où on s'est retrouvés devant la salle du C2I à discuter, salle d'informatique. Oui. Et puis on s'est revus il y a quelques mois chez Alpha et on s'est fait... Qu'est-ce que tu fais là? Moi j'étais en mode, je suivais tes projets, mais justement je savais qu'il allait chez Alpha. J'ai fait, lui je le connais. Je suis allé voir Alpha, j'ai fait, lui je le connais. Il m'a fait, comment ça? Et ça a été un moment de racontage d'histoire d'il y a 12 ans. De refaisage de monde. Voyons, oui, de l'année, bien sûr. L'année dernière. Non, moi ça me... Et donc oui, Persona 5, il y a moult musiques qui sont plus incroyables les unes que les autres. Beaucoup de thèmes, que ça soit dans la version originale, dans la version royale aussi, qui nous avait introduit à des musiques des Persona précédents. Oui. Donc Persona 1, 2, 3, 4 et d'autres spin-offs et à côté. Pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, Persona, c'est un spin-off de spin-off, puisqu'il s'agit alors maintenant ça fait plus de 20 ans maintenant que c'est dans cette série et dans le game, donc RPG, action RPG, non, il y a des tours par tour quand même. RPG tour par tour, avec par contre il a ce côté système de sociabilisation, gestion sociale entre guillemets, de lien avec les gens, parce que toute la base de Persona est le lien humain. Parle de lien humain, c'est un peu la base de travail de Persona. Okay. En dehors des invocations, des combats, où là on repart sur les Shin Megami Tensei. Alors voilà, c'est un spin-off de Shin Megami Tensei qui, vu qu'il y a Shin dedans, est un spin-off de Megami Tensei, que les Japonais appellent Megaten, qui est un des tout premiers jeux à avoir théorisé le concept de familier dans un jeu vidéo, et de se lier d'amitié avec des bestioles. D'accord, c'est Megaten qui est à l'origine. Ok. Plus ou moins, c'est pas le premier, c'est pas tout à fait le premier, mais c'est le premier à avoir faire une proposition de gameplay et commerciale intéressante et utilisable sur le long terme. On dit bonjour à Yara sur le chat également. Bonjour Yara. Salut. Oui, bonjour. Voilà. Mais donc c'est Megaten. Et en gros, oui, et en fait après Shin Megami Tensei qui est... Alors Megaten, j'ai jamais joué. Shin Megami Tensei, j'en avais vu des images, notamment du 3 ou du 4. Le jeu est très sombre. On est vraiment dans un truc hyper bresson, bien vénère. Ouais. Et après Persona, où on arrive sur des problématiques qui sont des sujets sombres, mais dans un univers un peu plus coloré, un peu plus... Alors, lumineux. À partir du 3, 4, 5... Adolescent, étudiant, et beaucoup plus, on va dire, léger comparé à Shin Megami Tensei notamment, où là, c'est bienvenue dans l'apocalypse. C'est à peu près le délire. Ok. T'es dans le décor au moins. Et notamment dans les SMT, t'avais aussi dedans t'avais des jeux spin-off avec Devil Summoner, je crois. Oh là, j'en ai fait un. Ça c'est Léo qui pourrait nous répondre. Malheureusement, il n'est pas là, mais c'était aussi pour lui cette chanson. On rappelle, la chanson en question, c'est Last Surprise, et bien ça a été interprété par le 8-Bit Big Band, donc un big band américain qui a une particularité cette année, là, ce mois-ci, ce mois de décembre, même ce mois de novembre en réalité, puisque les nominations se sont faites autour du mois de novembre et du mois de décembre. Eh bien, ils ont été nominés aux Grammy Awards dans la
dans la catégorie meilleur arrangement instrumental et vocal, en compagnie de Alma, de Say featuring Regina Carter, de Always Come Back de John Legend, de Big Feelings de Willow et de Sound of Silence, la reprise du tube que tout le monde connaît des années 70, par Cody Fry featuring Sleeping at Last. Et au niveau de tout ça, vous avez, aux côtés de tout ça, vous avez Last Surprise par le 8-Bit Big Band. Si c'est pas beau ça? C'est super beau. Ça continue. Moi, c'est l'impression que je vois, mais c'est que déjà on a beaucoup de bonnes OST, de bonnes soundtracks, de bonne musique dans le jeu vidéo. Chanter, il y en a un peu moins parce que c'est vrai que généralement de la musique de jeu vidéo, on va être sur des musiques instrumentales. Ouais. Mais sur les musiques chantées, on a des pépites de ci, de là, que ça soit sur les interprètes, sur les musiciens, même sur le son en lui-même. Et je sais que Persona a cassé les codes ces dernières années, du moins a cassé les codes au niveau des récompenses ou des représentations dans d'autres médias. Ouais, exact. Et ça ne fait que confirmer que Persona en tant que série de jeux est très bon, en tant que musicalement est aussi excellent. Et Persona 5 a été le top là-dessus sur ce qu'ils ont proposé. Même si on a le syndrome Skyrim ou similaire où on a un jeu et 45 ressorties différentes avec des modèles qui prennent toutes les lettres de l'alphabet. Parce que bon, P5R, P5S, P5T, voilà. Ça s'appelle de l'exploitation capitaliste classique. Voilà. C'est du marketing, les gars. C'est du marketing total. Voilà. C'est du marketing, les gars. Vous n'avez pas compris. Mais c'est vrai que plus ça va et plus les musiques sont adaptées aux jeux vidéo. Elles sont même, je pense, pour beaucoup maintenant créées exprès pour les jeux vidéo. Pour certaines séquences. C'est voilà. Enfin, ouais, non. Enfin, c'est un vaste débat. C'est un débat compliqué parce que la question c'est est-ce que les musiques les musiques ont été créées pour les jeux, parce qu'à chaque fois ils prenaient l'ambiance et autres, mais ça dépend des cas. Par exemple, je pense qu'on va prendre les personnages en général. Les musiques, vu qu'ils les teasent alors que le jeu est en développement, je pense qu'il y a des fois où les musiques c'était en mode genre Lynn, voilà le setup, débrouille-toi. Et puis ça existe aussi dans le monde de l'animation avec ce qu'on appelle les image songs, où on a des compositions avant que le film, souvent le film d'animation, mais aussi la série de temps en temps, soit réalisé. Donc on a des illustrations sonores alors que le truc est encore en process. Ouais, mais ils ont un minimum d'éléments. Mais justement, c'est pour aider à la production. Justement, transition. Puisqu'on parle des Grammy Awards, on a deux autres japonais. On a deux japonais qui sont nommés aux Grammy cette année, en plus de cette musique qui à la base est japonaise, mais pour le coup qui est interprétée par un groupe américain. On a Ryuichi Sakamoto qui est nominé dans la catégorie meilleur album ambiante ou New Age. Donc par-delà le paradis, il nous envoie quand même quelques bonnes ondes puisque il est nommé pour Opus. Opus, c'est quoi ? C'est un film. Je pense que c'est globalement, en fait, je sais pas si c'est un long métrage ou un moyen métrage, mais peu importe. C'est un film en réalité qui retrace les dernières sessions de Ryuichi Sakamoto, qui voulait vraiment enregistrer un maximum de musique, pas forcément des nouvelles musiques, mais continuer à jouer jusqu'à son décès, parce que malheureusement, il est décédé d'une maladie. Et on lui a annoncé, je pense que c'est aussi assez dur, on lui a annoncé qu'il allait partir, et donc lui a profité de ce dernier temps pour jouer un maximum, et vous avez donc ce film qui s'appelle Opus, qui est teasé, que vous pouvez trouver quelques extraits sur YouTube, et notamment Tongpo, qui est l'un des grands thèmes de sa carrière, et qu'il a réinterprété au piano avant de partir, si j'ose dire. C'est beau. Et enfin, vous avez, et là c'est davantage un habitué, et là on rejoint la technique de composition. Pourquoi on compose, comment on compose et dans quel but ? Eh bien, Masa Takumi, il avait déjà gagné un Grammy Award, c'était avec un album qui s'appelait Sakura, avec la chanson titre évidemment, qui en est le porte-drapeau, c'était en 2022. Et là, il est renominé cette année, Masa Takumi, pour un nouvel album qui sort, qui s'appelle Kashira. Masa Takumi, pourquoi on en parle ? Parce que déjà, ça fait partie de ces compositeurs qui ont
entre guillemets tout compris. C'est-à-dire qu'à la base, ça fait déjà un peu plus de 20 ans qu'il est dans le game. Il a composé les musiques de Genshiken, de Witchblade, de Claymore. Donc pas les thèmes, attention, les musiques, les BGM, les background music. Donc si vous voulez, c'est quelqu'un qui sait rendre non pas forcément utilitaire la musique, mais qui sait aller directement droit au but et de faire la synthèse d'un univers et de le transformer en musique. Et du coup, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce qu'on se ferait pas un petit extrait ? Oui. Voilà, 9h17. Donne. On a déjà beaucoup parlé, je pense, et je pense que c'est le moment de découvrir Kashila. Alors peut-être un petit extrait d'abord de ce à quoi ressemblait Sakura. Et si je vous résume ça, donc tout ce que je viens de vous dire par rapport à Masa Takumi, vous l'appliquez au public américain. Lorsqu'on lui a donné comme challenge de faire quelque chose par rapport au public américain, il a coché toutes les cases de l'exotisme japonais. Et sans trop en faire, en réalité. Nous, on peut trouver ça parce qu'on est habitué depuis une 30aine d'années à avoir des thèmes un petit peu exotiques, japonisants ou asiatiques, etc. Mais le faire avec une certaine classe, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est vrai que, petit extrait de Sakura, qui était passé en 2022, qui avait gagné le Grammy Awards. Et voilà, donc oui, toutes les cases sont cochées, effectivement. C'est nous, pour des oreilles d'Européens, ça fait musique de pub. En fait, c'est que c'est plus que ça, c'est que les cases sont cochées sur ce qu'on appelle la sonorité de l'extrême-orient. Oui, voilà, c'est ça. Pour arriver sur ce cliché un peu là, mais surtout même sur les accords qu'il utilise. Et je pense que c'est pour ça que c'est encore plus tapé le public américain. Mais oui. C'est qu'on a l'impression, on a des accords, on a une suite d'accords qui est très Far West, très Ennio Morricone. Presque, oui, exactement. Ça ferait musique de film d'une certaine façon. Un Far East, ça existe. Il y a des films. Je rappelle que les Far East coréens d'ailleurs. Oui, le bon, la brute et les cinglés. Je pense à ça, par exemple. Moi, je pensais surtout à un fait historique oui. où, à la même période, on pouvait avoir un samouraï, un cow-boy, un pirate et je sais plus quel est quatrième. Parce qu'en termes de date, on ne le dirait pas. C'est pas mais à la même période. Les trois ont pu se croiser. À cette période-là, parce qu'on était sur le 19e siècle. Sur le 19e, voilà, donc on avait la fin d'un monde, le début d'un autre, exactement, tout à fait, c'est possible. Donc je trouvais que ça fonctionnerait très bien là-dedans. Tu rajoutes juste un mec qui fait yo ho, ho, en fond et tu rajoutes mon pirate dans l'histoire. Mais on l'a clairement et non, c'est vrai que on est dans le classique, mais on n'est pas dans le cliché non plus où tu sais, t'entends pas. Non, ça fait pas classe. Ça fait classe. On est d'accord. Comme disait Damien, tu peux le mettre dans une pub, mais tu t'attends à une pub pour un parfum ou voilà. des trucs haut de gamme. Tu t'attends pas. C'est exactement ça. Voilà, ça fait très même à un moment donné ce qu'avait fait la bande sonore. Alors de jeux là où je trouvais que justement ils étaient restés assez légers. Sleeping Dogs. Alors ça revient ce GTA-like basé à Hong Kong, je crois. Ouais, exactement. Il était aussi très léger sur ses musiques, très très dans ce style-là, pas avec la même. Pas aussi propre que ça, on va être d'accord. Voilà, que j'ai à la maison, mais que j'ai joué un quart d'heure. Jouez plus. Voilà. C'est rigolo, c'est un bon petit GTA. Oui, en plus de ça, dans un univers Hong Kong dystopique. C'est parti. On va poser le game. Voilà, 9h20, 04 78 39 18 15 pour nous appeler. En live tout de suite sur Twitch. Et Mouteki-canu.fr. Non, mouteki-radio.fr. Ah, tu étais presque, allez. Ah, dommage. Mais après, sur tous les réseaux sociaux possibles existants, Facebook X, peut-être Blue Sky un jour et. Peut-être Blue Sky un jour, je ne sais pas. Pour l'instant, Threads, déjà. Threads. On y est. Oui, on y est. Tout à fait. En plus de. Voilà, exactement. Kashila, donc, on est parti pour un petit voyage sonore, double voyage sonore, avec d'abord Masa Takumi, Kashila, et ensuite, on vous ressort un truc. De carnet de voyage des années 70-80, vous allez comprendre, et les Japonais vont peut-être être plus transportés, mais on vous expliquera. On est sur Mouteki, on est ensemble jusqu'à 10h.
Salut à tous, c'est Guigui d'Ichiban Japan. Vous êtes sur Muteki. Amusez-vous bien, profitez bien et je vous fais de gros bisous. Il est 9h30 du matin, vous êtes bien sûr Muteki et j'espère que votre réveil est agréable en ce 21 décembre 2024. Juste à l'instant, là on était sur un enchaînement full grands espaces. J'ai envie de l'appeler comme ça puisque on a commencé avec Kashira de Masa Takumi. On rappelle Masa Takumi est nominé donc aux Grammy Awards et c'était l'occasion de faire un focus. On l'avait pas fait en 2022 lorsqu'il avait gagné le award. Eh bien on lui souhaite de réitérer et de remporter une nouvelle récompense. Ce serait mérité vu les plus de 20 ans de carrière à composer
beaucoup dans l'ombre d'ailleurs, beaucoup de BGM, de séries à succès, on en a parlé, Genshiken, Claymore, etc. Et à l'instant, on avait Kitaro. Et Kitaro, c'est, je pense, en plus de ça, terminé notamment avec cette dernière émission de l'année, puisqu'on sera pas là la semaine prochaine, sur un Kitaro, c'est aussi très symbolique pour nous à Muteki, puisque cette année 2024, c'est l'année où nous avons reçu tout un lot de cassettes audio, et notamment dans ces cassettes audio qui viennent des années 80, qui étaient une correspondance entre une Française et un Japonais. On a appris que le monsieur japonais était a priori décédé. La correspondante française, on la salue au passage, et on lui fait d'énormes bisous. On aimerait beaucoup la rencontrer. C'est une amie à ma mère, techniquement. Voilà. Et ma mère est venue un jour avec un sac en papier rempli de cassettes audio des années 80. Voilà. Oui. Vraiment, t'avais pas une ou deux cassettes, t'en avais vraiment beaucoup. T'avais un stock pour remplir un magasin, quoi. Et voilà. Mais lui, c'était Noël à chaque fois qu'il passait une cassette. Je les ai numérisés, forcément. Il nous a sorti des pépites dont on a retrouvé peut-être les noms parfois. En tout cas, j'ai réussi à retrouver la plupart pas tout, parce qu'il y avait notamment des cassettes de chansons tradies. Alors pour le coup, on est vraiment dans les chansons pour l'exportation dans les années 70, où on avait de l'easy listening, avec du koto, avec de l'orchestration, mais pas forcément une orchestration très pertinente. C'était des cartes postales sonores. C'était vraiment pour montrer, à l'époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas vraiment de moyen d'avoir des équipes de télé qui filmaient au Japon. Et on avait aussi ce genre de cartes postales sonores sur cassette audio. Et il avait un petit peu galéré parce que des fois, en fait, quand il avait fini d'enregistrer ce qu'il allait envoyer, il restait de la place sur la cassette et du coup, il enregistrait la radio. Oui, et c'est là qu'on a eu ce petit morceau de City Pop que tu m'as passé, qui était de Kadomatsu. Qui était très sympathique, où tu t'entends le fade out de la piste précédente, et là t'entends en fond ce morceau de City Pop et tu fais bonsoir, on est où là? On a changé d'univers. C'est des capsules temporelles, ça. Clairement, c'est ça. On a fait. Il s'est vraiment pour le coup. Marty, monte dans la machine. Et on a retrouvé des archives d'extraits d'émissions, par exemple de 1982 sur FM Aichi, puisque ce monsieur était à Nagoya. Et ce sont véritablement des capsules temporelles. On les garde bien entendu très précieusement. Elles ont été numérisées, je vous le rassure. Et parmi ces albums, il y avait cet album-là qui s'appelle Silk Road et qui vient de Maître Kitaro, si j'ose dire, qui est alors souvent je dis le Jean-Michel Jarre japonais, c'est pas vrai, puisque Jean-Michel Jarre est plutôt un bidouilleur qui va ressembler, avec des mélodies qui vont ressembler un petit peu qui vont tendre vers de l'ambiante, mais aussi un peu vers de la pop à la Kraftwerk. Et il y a plus de relations peut-être entre Jean-Michel Jarre et par exemple le Yellow Magic Orchestra que entre Jean-Michel Jarre et Kitaro. Sauf que le Jean-Michel Jarre, par exemple, des grandes plages sonores de Equinox ou d'Oxygène, oui, on peut créer des liens avec Kitaro, notamment cet album Silk Road qui est la BO d'une émission de télé qui parle qui est une série de documentaires qui se passe sur la route de la soie en Chine. Puisque tu me parlais d'Extrême-Orient, on est vraiment sur le full grand espace. On a aussi Japan 80 sur le Twitch qui nous dit que Kitaro a composé aussi la très belle bande son du film Queen Millennium. Voilà. Mais on reparlera de Kitaro. C'est vraiment une entrée en matière parce qu'on a plusieurs albums en fait que j'ai numérisé. En fait, il y a plusieurs albums. Celui-ci, Silk Road, c'est le plus facile, si j'ose dire, pour vous montrer un extrait de ce qu'il a fait, et surtout parce que ça a eu un impact en fait assez gros sur la télévision japonaise, que c'était une série de documentaires qui était financée par la NHK, donc l'opérateur historique, si j'ose dire, le service public. Techniquement, c'est toujours le service public, et qui a en fait façonné en fait les documentaires ultérieurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait des documentaires sur des grands espaces, Silk Road, la route de la soie, c'était la matrice. En fait, les gens des autres télés disaient à leurs réalisateurs, je veux ça. Voilà, globalement c'était ça. Et puis surtout, nous, ça nous impacte également parce que nous, à la fin, par exemple, des épisodes des Mystérieuses Cités d'Or, on avait un petit module de quelques minutes narré par Jean Topard. Alors, au Japon, Silk Road, c'était narré par Koji Ishizaka, qui est surtout connu
à l'écran, qui a fait quelques voix off, mais qui est surtout connu pour être un comédien qui était sur grand écran, mais qui était donc le narrateur. C'était narré de la même manière. Imaginez, si vous avez grandi justement avec Les Mystérieuses Cités d'Or, imaginez une série de documentaires, mais cette fois-ci long format, narré par donc une voix de stentor qui vous très posée, exactement. Voilà. Très douce pour les souvenirs que j'en ai moi des Mystérieuses Cités d'Or. C'est vrai que cette voix, elle est comme tu disais pour d'autres voix, elle est mémorable en fait. C'est du genre les populations aztèques à l'époque des conquistadors. Et en fait, même si t'entends pas, t'écoutes. Oui. Exact. C'est ça, voilà. C'est pour ça que je parlais. Je faisais une référence à une autre émission documentaire qui faisait un peu le tour du monde, mais qui avait cette spécificité qui était des trains pas comme les autres. Oui. Où on visitait des pays via les trains avec cette voix de narrateur dont je n'ai plus le nom et ça me bute. On va le dire. Je te retrouverai ça. Là, je l'ai pas sous les yeux, mais je te retrouverai. Et justement, qui moi m'a bercé parce qu'on regardait ça le samedi soir ou le vendredi soir sur France 5, France 2, ça dépendait. Moi, c'était plutôt France 5 parce que c'était diffusé sur France 2 à l'époque, mais France 5 avait fait les rediffusions par la suite. Et en fait, oui, c'était le truc où tu te mettais devant et il y avait une chance sur deux pour que, au bout d'une heure, même pas, j'avais moi ou j'avais mon père, on était un des deux qui était en train de ronquer dans le fond du canapé en regardant des trains pas comme les autres et avec des prises de vue et puis je vais pas faire toute l'apologie des trains pas comme les autres, mais j'ai complètement l'image en fait là en tête et j'espère que vous l'avez aussi et je pense que c'est pas trop compliqué effectivement ce genre d'image parce que ça fait vraiment partie des sessions télé en fait des années 80, 90, 2000 hein, globalement c'était ça. On va changer complètement d'univers. On parlera de la NHK dans un instant. On reparlera de la NHK parce qu'on vous avait dit qu'on ferait un petit tour d'horizon des artistes prévus au NHK Kohaku Utagassen, donc le grand concours de chant du Nouvel An qui existe depuis 75 ans. C'est la 75e édition cette année quand même. Bon anniversaire à lui. Bon 3/4 de siècle à ce Kohaku. 3/4 de siècle. Oui. Mais avant, on va changer complètement le game alors, puisque là, toi, tu viens, tu casses tout, toi. tu viens avec de l'Eurobeat alors. Vous me voyez pas pendant quelques mois, j'arrive, je sors le gros truck, le gros 4x4. J'arrive avec ma grosse Jeep en drift, marche arrière, qui balance la moitié de la consommation de CO2 de 3 quartiers de Lyon. Tu es un truck, un pick-up à toi tout seul. Ah là, je suis arrivé, voilà, truck Kuhn, le retour, mais version musicale. Où je vous ai pas isekai, mais c'est l'idée, hein, je vous ai pas envoyé dans un monde alternatif. Et oui, je suis venu, j'ai fait. C'était en fait pour suivre un peu le projet que j'ai en cours, avec lequel j'arrive en 2025 pour Muteki, ma petite capsule d'1 minute. Et en faisant mes recherches, en tombant via les réseaux sociaux, je suis tombé sur 2 musiques sympathiques. Est-ce que tu veux que je parle de... Déjà du remix Eurobeat, hein. Je pense qu'il y a... Alors ça, c'est une chaîne YouTube, alors faudrait qu'on voit sur les réseaux, mais ça s'appelle de Turbo. Et en fait, la spécialité de cette personne qui tient cette chaîne YouTube, c'est de s'amuser à faire des remixes Eurobeat de musique, d'animé ou de musique plus classique. Hein. J'ai vu passer, je sais plus qui j'ai vu passer comme groupe, mais je crois qu'il y avait du Metallica. Et il nous fait des remixes. Quand même. Et en fait, j'avais déjà entendu, j'étais déjà tombé dessus il y a quelques mois, voire plus loin, ce que me disait YouTube. Et je me suis dit, autant en profiter parce que je me suis dit, remix, mashup vont être aussi mis à l'honneur dans mes capsules. Donc autant ressortir des petits plaisirs avec ce remix Eurobeat sur Bloody Stream, l'opening numéro 2 de JoJo Bizarre Adventure. Et on me propose comme chanson pour enchaîner derrière, on ne le fera pas, mais franchement, on est tenté. C'est le remix de Evangelion en Eurobeat, pareil aussi. Garde-le pour l'année prochaine. On le gardera pour l'année prochaine, ça marche. Okay. Garde ce petit plaisir. Donc Bloody Stream pour commencer, alors c'est ça. C'est ça, exactement. Et puis la suite, j'en parle après de la suite ? Oui, on en parlera juste après. Celle-ci, elle est connue. Et justement, ce sera une transition parfaite pour le Kohaku Utagassen. Et donc, tu as aussi une petite dédicace. J'ai une petite dédicace avec un souvenir assez ancien d'une convention qui s'appelait Harajuku pour les Parisiens qui connaissent. Parc de Bercy, où j'ai emmené clairement une amie avec moi. Je lui ai dit, viens. Elle adore dessiner, elle adore les mangas. Je lui ai dit, viens, je t'emmène. Et c'est une des rares personnes à m'avoir vue en bottes marcher pieds nus dans Paris. Parce que j'avais tellement mal aux pieds que je ne pouvais plus garder mes chaussures. Souvenir de cosplay ? Souvenir de cosplay, oui. Un peu trop court d'ailleurs, où j'avais eu la très très bonne idée de mettre le badge d'un pote qui se nommait Try.
je te fais un bisou, Try, derrière dans mon dos, parce qu'il m'a dit est-ce que tu peux garder mon badge le temps que j'aille faire des achats ou que sais-je. Voilà. Je l'ai mis dans mon dos pour pas que les gens voient et j'ai pas fait gaffe, je l'ai mis sur la fermeture éclair de ma jupe. Ah bah. Et évidemment, j'ai un des membres de Tsubasa qui m'a dit je peux. Et j'ai dit, tu peux quoi? Bah je peux Try. J'ai dit non. Voilà. Même pas dans tes rêves. Même pas dans tes rêves. En plus, il crie Try. Ah là là. Mais oui. Oh, le sketch. Bon, l'association de Tsubasa, pour ceux qui se souviennent. L'association de Tsubasa, et je fais un bisou à celui qui m'avait dit ça et que j'avais dit même pas dans tes rêves. C'est ça. On fait un bisou aussi à toute l'association de Tsubasa. À toute l'association. Et du coup, cette amie que j'avais embarquée avec moi, clairement un peu à l'arrache, c'est son anniversaire aujourd'hui. Je pense très très fort à elle parce qu'elle est pas très très en forme en ce moment et je lui fais plein de bisous. Eh ben, gros bisous. Et puis justement, allez, de l'Eurobeat pour la remettre en forme, c'est parti. Voilà, la petite Telly. C'est parti, Bloody Stream, l'Eurobeat remix par la chaîne Turbo sur Muteki.
Tu sais faire Naruto? Ah non, ça je sais pas faire, mais par contre si tu veux un mouton, je peux te le faire sans problème. Ah non, c'est même pas dessiné Naruto. Oh, le gros mash-up que tu nous proposes là. Welcome back to the 2010. Ouais, c'est pas loin, hein, mais avec des chansons de maintenant. C'est ça. En fait, c'est une chaîne. J'étais tombé dessus sur des réseaux genre Insta, du moins les Reels Insta ou les TikTok, les trucs comme ça. Ça s'appelle Cosmic Mashup. Alors à vérifier si c'est eux qui l'avaient fait ou pas. J'avoue que c'était sur là-bas que j'avais retrouvé. Ok. Et en fait, j'étais tombé sur ce match-up de Idol, donc un opening de Oshinoko et Bling Blang Bang Bang Bang. J'arrive jamais à le dire. De Mashal, opening de Mashal. Et je trouvais que ça allait très bien ensemble entre l'instrumental de Oshinoko avec Creepy Nuts qui chante l'opening de Mashal. Et puis j'étais aussi en dehors de ça, j'avais trouvé une version avec Dan Dadan, l'opening de Dan Dadan, Otonoke, mais moins bien. Donc j'ai ramené celui-ci, mais je le ramène. Celui-là, quoi. Et pas convaincu. C'est ça. Et puis en fait, entre ces deux musiques là, donc la première qu'on avait eue, Turbo.
le remix Eurobeat de Bloody Stream, l'opening numéro 2 de JoJo Bizarre Adventure. Je suis retombé un peu sur les remixes et les mashups, et surtout les mashups parce que maintenant on trouve des mashups sur les réseaux, des créateurs sur les réseaux qui font des trucs très propres, très stylés, et puis c'est vrai que c'est toujours bien de mettre en avant, en plus du sampling comme c'est le cas avec la Synthwave et compagnie, ou encore des remixes de genre comme on peut retrouver. Et puis voilà. Mais t'aimes bien justement, voilà. Tu en es le spécialiste, le digger, si j'ose dire. Ah, le digger, exactement. Je prends ma petite pelle et je vais fouiller dans les tréfonds. Et tu vas fouiller dans les tréfonds. Exactement. Ok, d'accord. Ouais, je sais pas, je suis en forme. Je suis Unleash. manque de sommeil, Unleash. C'est Sonic Unleash le truc. Et bien justement, puisqu'on est déchaîné et puisque Creepy Nuts était là, Creepy Nuts, on va les retrouver quand? À la télé japonaise pour le grand concours de chant du Nouvel An, le NHK Kohaku Utaga Sen. Creepy Nuts arrive pour la première fois, apparaît pour la première fois dans ce grand concours de chant du Nouvel An. On rappelle le principe, il y a 2 équipes, plus ou moins l'équipe des garçons contre plus ou moins l'équipe des filles. Globalement, c'est le cas. Après, il y a peut-être des fois quelques transfuges parce qu'il y a des groupes masculins avec des filles, il y a des groupes féminins avec des mais dans les grandes lignes, des musiciens garçons. Exactement, tout à fait. On n'est pas non plus à ce point-là sectaire, mais dans les nouveautés, qu'est-ce qu'on trouve dans ces nouveaux groupes ou nouveaux artistes qui n'avaient encore jamais fait cette grande fête qui dure 4 heures, un truc de fou furieux. C'est vraiment pour les familles, quoi. Et l'année dernière, juste pour information, je crois qu'ils avaient terminé à chanter tous ensemble du Oshinoko. Ah bon, il y a moyen. Donc, parce que je sais qu'il y a eu Ado à la fin qui arrivait, ils ont chanté et t'avais vraiment ce moment où ils faisaient les chœurs, quoi. T'avais la représentation musicale japonaise actuelle. Ouais. Qui te chantait ce générique avec les danses, les chœurs et compagnie. Ça se fait bien sur la fin, et même depuis très longtemps en réalité. On avait passé un extrait, mais il y a très 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 longtemps sur un live stream, peu importe, d'un très vieux Kohaku Utaga Sen qui traîne sur qui a été ripé sur VHS et qui traîne sur YouTube ou sur archive.org. Et il y avait Hibari Misora qui donc une grande reine, c'est l'équivalent de Aznavour et Edith Piaf à elle toute seule, et qui descend le tapis rouge comme une bosse de clan, si j'ose dire, Yamaguchi Gumi. Exactement. Sur les côtés. Et t'as des stars, t'as des méga stars sur les côtés, et qui lui font la haie d'honneur. Donc ça fait partie. Après, bon, les circonstances étaient particulières cette année-là particulièrement, puisque c'était le retour, parce qu'il avait été fâché, il y avait eu des histoires, on vous racontera pas tout, mais il y a des histoires aussi de pègre dedans, effectivement. Comme c'était étonnant. Musique et pègre, ça ne va pas ensemble, voyons. Voyons, absolument pas. Donc dans ces nouveautés, allez, on va repartir sur les nouveautés parce que ça va te plaire, mon Dean. Justement, on a Creepy Nuts, on en a parlé. On a Omoi no Take également, et puis on a Kochi no Kento. Et Kochi no Kento, tu nous en avais passé un extrait puisque c'était Hayoro Konde. C'était il y a déjà quelques mois, parce que ça fait quelques mois maintenant. Ça fait quelques mois, parce que comme Creepy Nuts cette année, ça fait partie de ces artistes qui ont explosé, et on reconnaît le petit début avec justement cette musique qui avait beaucoup marché, parce que le clip aussi. Les gens étaient assez étonnés parce que le clip, les dessins sont des petits personnages et on a l'impression d'être sur une animation des années 70-80. Et c'est pour ça que et les gens arrivaient et se disaient mais c'est un truc qui date d'une époque. Ça faisait très Lost Media en fait sur sa sortie, et ça fonctionne très bien parce que le principe de Lost Media qui a été remis un peu en avant grâce à Feldup, un youtubeur français qui en a parlé du moins aussi, et donc voilà, ça faisait très Lost Media alors que c'est quelque chose de très récent, et Hayoro Konde qui a explosé sur tous les réseaux. Parmi les autres nouveautés, Da Ice, qui, pour le coup, c'est même une consécration pour eux. Ça fait déjà quasiment 20 ans qu'ils sont dans le game, au moins 15 ans, j'allais dire. Tomorrow and Together, qui viennent de Corée, Number High également parmi les boys bands. Et puis, pour en terminer avec les garçons, Léon Nihama. Léon Nihama, c'est un fils de chanteur de NK qui devait devenir joueur de baseball professionnel, mais qui s'est cassé le bras malheureusement, comme beaucoup, qui s'est fait mal au bras comme énormément de gens. C'est un véritable, ce serait un dossier en soi d'ailleurs de parler de ça, les blessures des jeunes joueurs effectivement. Et lui est devenu
Eh bien, aujourd'hui, la sensation NK du moment. Il a 28 ans et c'est la star montante du NK. Donc, ce style très néo-tradi, enfin tradi en tout cas, et qui a coagulé dans le Japon de l'après-guerre, justement comme genre, on va dire un peu réactionnaire, en tout cas musicalement parlant, puisqu'il prenait dans des émotions, de la nostalgie, etc. Tout ça avec, bien entendu, une orchestration de variété de l'époque. Voilà. Donc du néo-tradi, quelque sorte, du néo-rétro. On pourrait dire ça comme ça à l'époque. Chez les filles, on a Elite qui sont un quintet sud-coréen. On a Tsuki aussi, dont on reparlera à mon avis parce que il y a une chanson qui traîne dans l'antichambre de notre playlist ici sur Muteki. On a Mihai, qui est aussi un groupe. Alors je sais pas si c'est des idoles. Elles sont 11, donc je pense que c'est des idoles. Mais est-ce que c'est des idoles ou des girls band? Aujourd'hui, la limite est un peu plus floue qu'il y a 10-15 ans désormais. Et puis on a des retours, des grands classiques. Glay qui ne participe que pour la 4e fois seulement. The Alfie, Vondi, qu'est-ce qu'on a, Iruka, Mariko Takahashi, Twice les sud-coréennes qui reviennent, Kanani Shino dont c'est la 10e participation par exemple. Et puis Aiko qui n'a participé que 15 fois. À mettre en perspective avec Sayuri Ishikawa qui est la doyenne de cette année. 47e participation pour la très 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 grande chanteuse de NK. Elle est surtout connue pour ça, mais en réalité on en a passé plusieurs extraits ici à Muteki, et elle a chanté tellement plus que ça. Elle a chanté du musical, elle a chanté de la variété, elle a chanté de la pop, elle a même chanté... De toute façon, quand tu reviens 47 fois, c'est que t'es devenu incontournable. Elle est absolument incontournable. Peu importe le... Il faut dire la vérité, il y a moyen, quand ils sont amusés à refaire la salle, elle était là en train de faire les choix en disant par là, parce qu'il y aura mieux, je passerai mieux par là, où il y a un coin avec son nom dessus, il y a une plaque. Il y a un truc qui doit exister. Et en face, chez les garçons, 37e participation, c'est lui le doyen des garçons, Hiromigo. Lui, on est plus sur du NK pur et dur. S'il te plaît, le gars, il a autant de participation que j'ai d'années de vie. Tu t'imagines un peu? Elle a assez de participation pour être quasiment ma mère. On en termine, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a puisqu'il est déjà 57 et on va commencer déjà à lancer la dernière chanson. Et ce sera qui? Ce sera Aina the End, voilà. Aina the End avec l'ending des carnets de l'apothicaire. Pourquoi Aina the End? Parce que le 3 janvier prochain, vous allez avoir ce qu'on appelle le Rice Bowl. C'est quoi? C'est le Super Bowl mais japonais. Oui, ils ont osé appeler leur finale de championnat de foot américain le Rice Bowl. Et les Coréens, c'est le Kimchi Bowl. Donc pas de jaloux, ceci étant. Eh bien, comme n'importe quelle, mais non, c'est la mode, comme n'importe quelle finale de football américain, bien vous avez un halftime show avec un artiste qui pousse la chansonnette. Bon, alors c'est pas non plus aussi élaboré que le halftime show américain, mais où vous avez quelqu'un qui se met sur le bord du terrain ou au centre du terrain avec un micro, un peu d'orchestration, et puis qui pousse la chansonnette pendant 3-4 chansons. Eh bien, ce sera le cas de Aina the End, qui succède à un palmarès qui est pas dégueulasse, parce qu'il y avait une année, il y avait Miyavi par exemple, une autre année il y avait Da Pomp, enfin voilà, il y a quand même du beau monde qui se succède au centre du terrain du Tokyo Dome, puisque ça se passera au Tokyo Dome en plus de ça. Ça va. Et donc, on termine avec cette chanson qui est donc l'ending des carnets de l'apothicaire. Je cherche le nom de la chanson. Aikotoba, tout simplement, mot d'amour. En plus, on termine cette année avec quelques mots d'amour, c'est parfait. Bon, qu'est-ce qu'on se dit? Eh bien, on se dit à l'année prochaine, effectivement. Pas à la semaine prochaine, mais à dans 2 semaines pour nous. Profitez bien des fêtes. Profitez bien, voilà, des fêtes, amusez-vous, profitez tout simplement. Allez. Tiens, matane! Bon week-end. Bon week-end à vous. Bon week-end, bonne fête. 使い道がないほどのぬくもりをそんな身勝手なりそうなラベキューを言葉にできずに飲み込んでしまうのでした